De vous retrouver aujourd'hui, nous sommes samedi 3 juin 2023, il est 8 heures et nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Comme d'habitude, Mina Abed nous rejoint. Bonjour Mina. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça va Mina? Ça va. Ça se passe bien? Très bien. Très bien, alhamdoulilah. Reposé durant le week-end? Nous qui travaillons le week-end. Allez, on se repose la semaine, nous. Oui, on se repose la semaine, exactement. En inverse. On essaie de se reposer la semaine, on va dire. En inverse, finalement, la logique de la semaine. On se repose quand les gens travaillent. Voilà. Et on travaille lorsque les gens se reposent. Et nous accompagnons les gens qui se reposent. Exactement. Voilà, c'est plutôt ça. Exactement. Alors aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Garriga Hassen, comme à l'accoutumée, nous allons faire connaissance d'une autre personnalité, encore une fois, qui a enrichi la littérature, qui a aussi enrichi les sciences. Il s'agit cette fois-ci de Rabah Bounar. Et aujourd'hui, nous allons aussi nous intéresser à l'agriculture, nous allons nous intéresser à l'artisanat, puisque les agriculteurs, les artisans se sont organisés en réseau. Cette fois, on parle beaucoup d'associations. Beaucoup en ce moment. Beaucoup d'associations, mais cette fois-ci, c'est un réseau, donc ce n'est pas une association, c'est juste la bonne volonté donc, de ces agriculteurs, de ces artisans, de ces artisanes aussi, parce qu'au fait, c'est une réunion, c'est un réseau qui a été créé pour la promotion d'ailleurs de l'entrepreneuriat féminin. On en parle beaucoup d'entrepreneuriat féminin. Tant mieux, pourvu que ça dure. Ça te dit un jour Pourquoi pas de vivre l'expérience de l'entrepreneuriat? Pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus qu'aujourd'hui, les dispositifs, il y a beaucoup de facilitation par rapport aux dispositifs d'investissement. Tout à fait. N'est-ce pas? Bon, on te permet de faire ton petit projet, mais la météo, on n'y peut rien sans toi. On fait ce qu'on peut. Voilà, donc tu viendras faire la météo avec nous, je viendrai tu nous annonceras les nouvelles du ciel et on te permettra de faire ton petit projet. Tu es trop généreuse. Merci de me le permettre. Ben, tu vois, comme quoi, oui, je le sais, parce que comme quoi on ne peut pas se passer de toi. Il viendra un jour où peut-être que... Il viendra pas. Il viendra pas? Non. Longue vie à notre amitié. Oh là là. Et donc, effectivement, nous allons parler de ce réseau qui vient pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin, mais surtout la promotion du patrimoine matériel, du patrimoine immatériel, local, parce que c'est en fait un réseau qui travaille pour la promotion de toutes ces artisanes qui font d'ailleurs un très beau travail. Magnifique. Ce sont vraiment des objets qui ne se sont jamais démodés. Exactement. Toujours utilitaires et décoratifs à la fois. Magnifique. On n'imaginerait pas une maison algérienne sans poterie, par exemple. Non. C'est impossible. Franchement, c'est impossible. Sans poterie, sans un petit tableau. Non. Et surtout, Ramadan, on aime tous cuisiner dans des ustensiles comme ça, en poterie, en terre, n'est-ce pas? Ça a un meilleur goût, je pense. Ça a un meilleur goût, effectivement. Et justement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à cette question aussi. Alors, ce soir, à 20h, alors un grand rendez-vous incontournable pour les amoureux du sport. On n'est pas concernés, toi et moi. Si, un peu. Quand il s'agit de l'emblème national, si. Ah, si. Quand il s'agit de... on devient tous, finalement, amoureux du sport, amoureux de football. Même si on ne regarde pas, on est dedans quand même. Voilà. Eh ben voilà. Alors aujourd'hui, donc, ce sera la coupe de la CAF et nous en parlerons en compagnie de notre amie Sarah Derbel. Samira Hadj Amar, pour sa part, elle nous emmènera du côté de l'Arwat. Très très belle ville. Magnifique. Elle a fait d'ailleurs un très beau documentaire, elle nous a fait visiter, elle nous a fait découvrir les différentes facettes de l'Arwat. Donc aujourd'hui, elle revient encore une fois sur cette magnifique ville, très hospitalière d'ailleurs. Tu as déjà visité? Malheureusement non, mais à travers les images de Samira, oui. Moi, j'ai déjà visité l'Arwat il y a quelques années de cela. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à voir. Ouais. Beaucoup de belles choses à voir, mais surtout beaucoup de belles rencontres à faire. Et justement, c'est ce que Samira Hadj Amar va essayer de nous faire découvrir ce matin. Voilà, donc pour le programme de cette matinée. Merci encore une fois à Amal Almi qui l'a programmé pour nous. Mais sinon, on a été bien accompagnés de pluie tout au long de la nuit, tout au long de la matinée. Il y a eu même hier, il y a eu 3 BMS quand même. Ah, quand 3 même. BMS pluie, oui. Ah, quand même. Oui. Un peu plus de détails, Mina? Un peu plus de détails. Un peu plus de détails. Ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et d'après la carte, apparemment, ça va continuer, Mina. Ça va continuer. Il y a un BMS qui... Pour un mois de juin. Pour un mois de juin, on n'est pas habitué à ça. Si tu te rappelles,
tous les mois de juin des 3-4 dernières années, on parlait que d'humidité, toi et moi. Que d'humidité, de chaleur. On risque pas finalement pour ce mois de juin, hein. Ou du moins pour ce début de mois de juin. On se plaignait beaucoup. On se plaignait beaucoup. Bon, même maintenant on se plaint d'humidité oui, quand même. Bon, pas autant, mais tant qu'il y a de la pluie à côté. Oui. Ça va. C'est vrai que ça diminue, on ne ressent pas beaucoup. Exactement. On ne ressent pas beaucoup. Exactement. Après, c'est vrai que la pluie nous fait un petit peu oublier l'humidité. Tout à fait. Voilà. Donc finalement, le discours a complètement changé, hein. Le discours a complètement changé, oui. Et donc ça prouve que finalement, nous sommes en plein réchauffement climatique. Exactement. En plein mutation carrément du climat. C'est juste incroyable. Là, vraiment, la sonnette d'alarme, on la tire. Oui. Ouais, c'est pas bon. C'est pas bon. Oui, c'est pas bon, particulièrement pour l'agriculture. Exactement. Particulièrement, d'ailleurs, nous allons en parler en compagnie de nos invités dans un petit moment, donc particulièrement pour l'agriculture. Tout à fait. Mais bon, au moins pour les barrages. Voilà, c'est ce qu'on se dit. Voilà. On essaie de se rassurer, voilà. Parce qu'on a eu quand même un moment de sécheresse. On n'a pas eu de pluie depuis le mois de février déjà. Oui, fin janvier, début février, nous n'avons pas eu de pluie jusqu'au mois de mai. Pendant tout l'hiver, je crois. Pendant tout l'hiver. On n'a pas eu de pluie. Pendant tout l'hiver, effectivement. Et aujourd'hui, apparemment, ça va continuer. Ça va continuer. Voilà, très belle carte. Hein. Très belle carte. Au bonheur de Amel Laribi. Exactement. Elle doit être bien contente. Alors, plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous et très bon réveil. Eh bien, 2 BMS restent en cours pour cette journée. Un premier BMS qui concerne la partie centre, notamment du côté d'Alger, Tizi Ouzou, Boumertes ou encore Tipaza, Blida. Et le deuxième BMS concerne la partie ouest, notamment Oran, ou encore Tiaret, Rilizen, Chlef, Tlemcen, Mostaganem, avec un cumul qui risque d'atteindre, même parfois, de dépasser les 50 mm. Et ce BMS prendra fin à partir de 15 h. Donc beaucoup de pluie, de la grêle également sur l'ensemble des régions intérieures, des pluies également sur le Nord Sahara ou encore les oasis. On notera quelques passages nuageux vers Saoura et puis un ciel dégagé à partiellement voilé de l'extrême sud vers le Nord Sahara en passant par le sud-ouest, le Hogar et le Tassili. Les températures de cet après-midi, eh bien, on sera sur la moitié nord, 25 degrés à Oran, 23 degrés à Alger, on sera 21 degrés à Tizi Ouzou, 22 degrés du côté de Annaba, 35 degrés à Ghardaïa, 30 degrés à Hassim Saoud, on sera 35 également à Béchar, 34 degrés à Tindouf et enfin 43 degrés, ce sera la maximale pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, on notera une mer plutôt calme sur l'ensemble des régions côtières avec des vents entre 10 et 20 km/h à l'ouest et à l'est et entre 10 et 30 km/h sur la partie centre. On passe à l'Europe pour cette journée, beaucoup de soleil à Vienne ou encore Paris, un ciel voilé à Madrid, Lisbonne et Londres. Côté température, on notera 13 degrés à Moscou, 22 degrés à Istanbul, 27 degrés à Rome, 22 degrés à Vienne, 26 à Paris et enfin 22 degrés du côté de Madrid. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure, midi. BMS de quel côté? La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, c'était donc les nouvelles du ciel en compagnie de Mina. Donc Mina, on retient des températures plutôt saisonnières. Exactement. Plutôt agréables, plutôt saisonnières. BMS jusqu'à 15 h. BMS jusqu'à 15 h. Centre et ouest, donc vigilance tout au long de la journée. Ah oui, il faut faire très attention. Très attention, beaucoup surtout de pluie, au niveau des routes. Tout à fait. Pour ceux qui prennent les routes. Oui, il faut faire très attention, il faut prendre ses précautions surtout. Voilà. Beaucoup de pluie. D'Alger, Blida, Tipaza, Oran, Mostaganem. Voilà, donc tout le centre et l'ouest. Et l'ouest. Voilà, donc le BMS prendra fin 15 h. De toute façon, tu nous donneras plus de détails à partir de midi. Tout à fait. Donc après journée télévisée du midi, on aura plus de détails par rapport au BMS, par rapport à l'état des pluies. Oui. Aussi, donc d'ici là, vigilance. De toute façon, sans pluie, il faut toujours être vigilant. Il faut toujours être prudent. Risque zéro n'existe pas. Ça, non. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. En tout cas, merci beaucoup. Mina, on se retrouve tout à l'heure, comme avec on disait, après journée télévisée du midi, après celui de 19 h. À partir de jeudi, pour Bonjour d'Algérie. À partir de jeudi, tout à fait. Et à 9 h 30, bien entendu, pour un bon point café. Exactement. Merci Mina. Allez, merci. Ce sera pause musicale. Ça, je sais que tu vas adorer. Ah bon? Oui, pause musicale nostalgique en compagnie de Samir Jazairi. Ah oui. Alors, ça va être l'Aziza et on se retrouve juste après.
Et de retour, c'était donc Sami El Jazairi dans cette magnifique chanson Allah yarhamou Saleh, Bnat El Jazairi. Cette fois-ci, donc nous recevons notre ami Ahmed Garriga Hassan. Bonjour Ahmed. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs, Bnat El Jazairi, Oulad El Jazair. Oui, pas une belle transition. Que Sami El Jazairi, même après son décès, Allah yarhamou Saleh, il nous laisse quand même. Quelle voix, elle reste gravée dans quelle voix, quelle classe aussi. Quelle classe, voilà. Effectivement, Allah yarhamou Saleh. Effectivement, ça reste de toute façon des chansons légendaires, hein, mine de rien. Bien sûr, c'est exactement, oui. C'est des cadeaux Agdaya, c'est des... Alors nous allons parler d'une autre légende finalement, on t'accompagne aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc il s'agit de Rabah Bounar. Exactement. Comme tu ne me poses pas la question cette fois. par rapport à ta semaine. Exactement. J'allais te poser la question, mais on était parti sur Sami Jazair, après je me suis dit, bon, allez, je vais la poser après. Okay. Donc la semaine, il y avait une très belle exposition. De toute façon, je crois qu'elle y est toujours. C'est une exposition sur les khizanat, les bibliothèques et les bibliothèques privées, oui. Au niveau du musée Mustafa Bacha. المتحف الزخرفة والخط العربي, c'est juste à côté du Jama' Kchawa, c'est à la base Kasbah. C'est une très belle exposition. Un peu plus bas ou plus haut Un peu plus haut, un peu plus loin. Donc en allant vers Daoudj Lamia, on monte. C'est un très beau musée qui est très bien tenu. Et donc il y a une exposition sur les bibliothèques privées. Donc il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup d'explications aussi. C'est très intéressant. C'est une exposition qui a été organisée entre la Bibliothèque nationale et le musée. Et je crois le mardi ou le mercredi, donc ils ont organisé un colloque sur les manuscrits justement, qui a été animé par des amis et des collègues de la Bibliothèque nationale, qui ont expliqué c'est quoi un manuscrit, comment il faut le conserver. Et donc justement, ça m'a donné un peu l'appétit pour reparler encore une fois des manuscrits. Et cette fois, j'ai choisi une personnalité qui a été très liée, presque organiquement liée aux manuscrits. Cheikh Rabah Bounar, donc qui était formé, donc sa vie était il était destiné pour être un alim, un savant, parce qu'il a étudié, il est né pendant les années 20 dans la région de Kabylie, au village Arjaouna. Très jeune, il a été orphelin, il a perdu son père, donc c'est sa famille maternelle, son grand-père, ses oncles maternels et sa maman bien sûr, qui sont occupés de lui. Donc il a appris le Coran chez lui, à la Zawiya de Sidi Amar Sharif, donc il a fait plusieurs Zawiya en Kabylie. Puis il est parti étudier chez l'Arbi Tbessi quand il était encore à Tbessa. Et de là, donc il est parti à Zaytouna, il a eu son diplôme. Ses études ont été interrompues en 1944, donc pendant la guerre 39-45. Donc, à un certain moment, il a dû arrêter. Il a repris, il est rentré chez lui, donc il a commencé à travailler en tant qu'imam et enseignant pour les petits-enfants, instituteur, comment on appelle, Muallim Qur'an. Puis, après la guerre, il est revenu en Tunisie pour un deuxième diplôme, puis il est rentré. Et de là, bien sûr, il a participé à la révolution en tant que Qadi Shara'i. Donc c'était sûrement Amir Roche qui a dû le choisir, parce que dans la région, c'était Amir Roche Al-Birahmou qui choisissait ces gens intègres, donc qui savaient, qui étaient savants et qui étaient aussi intègres et honnêtes pour les postes de juge. Et l'un d'eux, c'était Cheikh Tahar Ait Al-Jitarbi Hafdou. Donc il a lui aussi été juge pendant la révolution algérienne. Et puis après l'indépendance, il a rejoint l'enseignement. Il a été enseignant au lycée Idrissi. Et de là, il est parti en tant que détaché à la Bibliothèque nationale. Et là commence vraiment une vie de production d'amateurs, de passionnés de manuscrits. L'écriture le connaissait déjà, même quand il était en Tunisie, il écrivait dans les différentes revues, surtout celle de Jum'iyat al-Ulama, donc le Basair, etc. Donc il a écrit plein d'articles. Et puis après l'indépendance, vraiment c'était le travail Il a commencé avec les éditions critiques, ce qu'on appelle le tahqiq. C'est une édition critique, c'est choisir les textes d'origine et les éditer pour être utilisés par les historiens. Donc c'est donner de la matière, c'est un travail très ingrat. Parce qu'il nécessite la lecture, beaucoup d'assiduité, et puis lire et relire, essayer de comprendre, remettre dans le contexte. Et des fois, les textes, on ne les comprend pas parce qu'on n'est plus dans le même contexte. Donc, on doit revenir, chercher, comparer avec d'autres publications. Donc, tel qu'on a, par exemple, là, c'est un livre de Salih Al-Antri, Maja'at Qasantina, qui a été publié par
Rabh Bounar en tant qu'éditeur critique. Oui. Donc ça donne, c'est très intéressant parce que ça donne beaucoup d'informations sur la vie économique, la vie sanitaire, j'allais dire, la vie médicale de la population. Donc parce que il y a derrière les la famine. Derrière les famines, il y a beaucoup de pestes, il y a beaucoup de crises, donc il y a des crises de pluviométrie, donc il y a beaucoup de choses derrière qui viennent, donc des sécheresses qui provoquent ces famines. Donc ça donne un aperçu sur la vie économique et démographique de la population, c'est très intéressant, donc il a été édité. Et donc avec Djelloul al-Badawi, il a publié un autre livre, c'est Jami' al-Jawami' al-Ikhtisar al-Bayan. Donc c'est un travail de didactique. Donc c'est ce qui se passe entre les instituteurs et les parents d'élèves. Donc à l'époque, donc c'est un travail fait par Ibn Abi Jum'a al-Maghrawi. Donc c'est un très vieux sujet dans la culture islamique. Donc il y a beaucoup d'écrits sur ça. Qui sont très vieux, mais celui-là, donc, c'est le Moyen Âge. D'actualité, parce que ça reste quand même des thématiques. C'est une vision très religieuse, en fait. Donc, c'est des fatwas. Donc, si ça se passe comme ci, ça doit se faire comme ça. Donc, comment le payer, comment payer l'instituteur, comment est-ce qu'on autorise à frapper, comment même, si on autorise à frapper, comment frapper. Donc, il ne faut pas vraiment faire de mal à l'élève. Donc, il y a beaucoup de précautions qui sont prises. Et donc, qu'est-ce qu'il est censé enseigner en premier? Qu'est-ce qui est relégué en deuxième position? Est-ce qu'on lui enseigne la didactique, enfin l'arithmétique, le hisab? Est-ce qu'on n'enseigne pas? Donc c'est des priorités. Est-ce qu'on mélange l'apprentissage du Coran avec d'autres livres? Donc, ou est-ce qu'on se concentre sur le Coran en premier, puis on passe à autre chose? La position de la poésie arabe, la position des hadiths du Rasul vis-à-vis du Coran, donc pendant l'apprentissage. Donc il y a plein d'informations qui sont très intéressantes parce que ça donne aussi une vue de la vie culturelle de l'époque. L'un de ses meilleurs travaux, et le plus important, c'est Unwan Diraya fi man urifa min al-ulama'i fi al-mi'ati as-sabi'a bi Bijaya. Là, c'est un livre qui cartonne jusqu'à présent parce que c'est la vie culturelle à Bijaya pendant son apogée scientifique, pendant que Bijaya était capitale de la culture au Maghreb central et au Maghreb en général. Donc c'est un livre très intéressant. Il a été publié en premier au début du siècle par Ben Cheneb, puis il a été réédité par Rabh Bounar, donc il a été mis à la disposition des chercheurs et jusqu'à présent ça reste une référence aussi. Donc, et puis là, c'est le Maghreb al-Arabi, tarikhuhu wa thaqafatuh. Donc ça, c'était censé être une thèse qu'il devait présenter à la fac d'Alger, parce que même après l'indépendance, il a repris ses études, il a fait une licence en droit, et puis il préparait un DEA et une thèse de doctorat en histoire, je crois. Mais il est décédé avant de sa soutenance. Bon, il l'a publié, enfin, je pense qu'il a été publié après son décès. Et là, je ne sais pas qui a collecté quelques articles qu'il a publiés dans les revues Amal, Thaqaf al-Asala, donc qui existent. Donc, et puis d'autres livres. Donc c'est l'un des premiers à avoir publié un travail de Al-Marili, le fameux Al-Marili sur lequel on vient de faire un très grand congrès en Algérie, donc cette année, il y a quelques mois de cela. Donc c'est l'un des premiers à avoir publié un travail sur Al-Marili. Il s'est intéressé à plein d'aspects. Ce qui est bien, c'est que dans ses éditions critiques, donc il se contentait d'une introduction très brève. Et il allait droit, donc c'était mettre à la disposition des chercheurs les textes originaux pour qu'ils puissent, eux, par la suite, comparer, étudier, analyser. Il a aussi publié concernant l'enseignement, le Mutala al-Adabiyya, donc c'est un ensemble de 4 volumes. Donc ça, c'est juste après l'indépendance, c'est 1969. Ce livre, je ne l'ai pas, malheureusement. On lance un appel. Oui, parce que je ne rate pas, parce que c'est des joyaux, donc il ne faut pas rater. Heureusement, donc j'ai été très heureux de trouver qu'il y a un CEM à Del Ibrahim qui porte le nom de Rabh Bounar. Je me demande si les élèves connaissent le bon nom ou pas. J'espère qu'on contribue à faire connaître, parce que bon,
j'imagine qu'ils leur font faire des exposés, donc ils leur demandent d'aller chercher après. Moi, j'ai étudié dans un CEM, enfin, au premier c'était le Hidab, puis l'Artija. L'Ardija, c'est une partie du primaire, puis le CEM. Et on ne savait pas c'était qui l'Ardija. Puis par la suite, on a appris que c'était le nom de l'un des sommets de la Djurdjura. Oui. Mais c'est par la suite que j'ai appris que l'Ardija était la femme de Cheikh Ali ibn Issa, qui était le successeur de Sidi Mohamed ben Abdelrahman, Cheikh Tariq al-Rahmaniya, donc le fondateur de la Tariq al-Rahmaniya. Donc c'est important d'inciter les jeunes à aller voir, à aller chercher. Donc, parce que oui, donner un nom, c'est bon, mais il faut le connaître aussi. Donc c'est très important. Donc c'est un peu. Donc il est décédé très jeune, à 51 ans, donc en 1974. Apparemment, Cheikh Rabih Bounar, il l'appelle aussi Shahid al-Makhtoutat, parce qu'en manipulant les vieux manuscrits, parce que des fois il y a des parasites, il y a des champignons, il a dû contracter une maladie comme ça, donc il est mort très jeune. Mais donc, très jeune, très prolifique aussi. Exactement. Donc une vie courte, mais très riche. Exactement. Quand même. Donc c'est pour ça que moi je me disais qu'il avait fait quelques travaux, mais en fin de compte c'était bien plus que ça. À chaque fois, même si on revient sur les personnalités, on les redécouvre. Là c'est une belle photo de Cheikh Rabih Bounar à la Madrasat Shabib à Tizi Ouzou. C'est juste après son retour de Tunisie, je crois, peut-être pendant les années 40. Donc c'est des filles, c'est une école de filles, on voit que des filles qui sont avec lui. J'imagine que quelques-unes sont encore en vie, donc je me pose la question, qu'est-ce qu'elles deviennent, qu'est-ce qu'elles ont appris. Ils se reconnaîtront certainement sur cette photo. Et dommage que la photo est scotchée comme ça, bon, mais c'est l'effet de l'histoire, donc ça reste un peu... Il n'y a pas beaucoup de photos de lui sur le net, donc encore une fois, je remercie tous les gens qui mettent à notre disponibilité des photos, des références dans les réseaux sociaux, sur le net. C'est très intéressant, ça nous permet aussi d'alimenter cette rubrique. Effectivement. Voilà. Donc on voit quand même que c'est un parcours assez riche, assez prolifique. Très riche, exactement. Et donc ce sont des références qui sont disponibles aujourd'hui. Les chercheurs donc, peuvent acquérir ces différents titres. L'acquisition, je ne sais pas. Maintenant, on peut peut-être les acquérir chez les vendeurs de livres d'occasion. Mais je pense que certains ont été réédités, peut-être pendant l'une des capitales qu'on a, Alger ou Tlemcen ou Constantine. Donc il y a certains livres qui ont été réédités. Je crois qu'il y a quelques-uns de ces livres, sûrement, j'imagine. Sinon, ce qui serait bien aussi, c'est de... apparemment, il a laissé aussi quelques livres sous forme manuscrite. Pas encore édité. Pas encore édité, donc quelques-uns seraient très intéressants parce qu'apparemment il y a au moins un qui s'intéresse à la production, à la poésie amazigh. Ça serait très bien qu'il soit publié. Il a même aussi publié un travail Diwan Cheikh al-Mendassi, c'est un livre en poésie melhoun. Donc c'est pour dire aussi la variété des thèmes qu'il a traités et qui l'ont intéressé. La diversité, exactement. C'est très varié comme sujet. Donc, peut-être il y a sûrement des choses qui restent cachées, donc on aimerait bien les découvrir. Voilà, comme tout autre savant, comme tout autre penseur, ils partent, ils laissent toujours des ondes d'ombre. Voilà, des ondes d'ombre, effectivement. Voilà, en tout cas, merci beaucoup encore une fois, Ahmed, de nous avoir fait découvrir Cheikh Rabih Bounar. Un programme pour cette semaine? Je ne sais pas. On sait que tu t'arrêtes pas. Je ne sais pas j'espère que ça sera une semaine calme. Ah, on se repose un peu. Mais bon. Allez, un petit recul pour mieux sauter. On n'est pas sûr. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, encore une fois. Donc, on se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre découverte. Encore une fois. Et on continue cette fois-ci, c'est à l'agriculture que nous allons nous intéresser dans un petit moment. Mais avant cela, nous allons aller du côté de Ait Ma'allem en compagnie de Faria Hamdi, elle qui s'est intéressée à une artisane qui se spécialise dans la fabrication des savons artisanaux. Et on se retrouve juste après. Ici, dans le village d'Ait Ma'allem, situé dans la commune d'Ait Bouadou, Daïra Douadia, nous avons été à la rencontre de ces femmes. C'est la saison de la cueillette des olives, la plus ancestrale des traditions et plus que jamais une affaire de femmes. En nettoyant tout autour des oliviers afin que ça soit propre, parce que comme on est une région assez exposée, il y a souvent du vent. D'ailleurs, notre région s'appelle Ait Bouadou, en kabyle c'est F Bouadou.
on est très exposé au vent. Alors, donc il y a le vent qui passe et qui fait tomber le fruit par terre. Il faut que la terre soit déjà préparée, propre, pour qu'on puisse cueillir ce qui tombe avant qu'on commence la cueillette officielle. Fabriqué de manière artisanale à base d'huile d'olive dite déclassée ou impropre à la consommation. Le marché du savon traditionnel est en quête de développement. À Tizi Ouzou, elles sont 3 à 4 productrices de savon artisanal à se lancer dans cette nouvelle aventure commerciale, en créant de petits ateliers de fabrication, mais aussi des postes d'emploi pour ces femmes du village. C'est ce qui nous pousse à aller de l'avant. D'un côté, l'huile d'olive, parce que ça leur fait un petit peu d'argent. D'un autre côté, elles n'ont pas l'occasion de sortir pour des raisons ou d'autres. Des amours de savonnettes dont les ingrédients sont issus directement de la nature. Dans son petit atelier, Safia Shriyef, artisane autodidacte, essaye des recettes. Elle peaufine ses petits savons, leur donne des formes qui plaisent aux consommateurs. Auparavant, je travaillais, j'étais dans l'enseignement, j'ai fait une licence et un master en management. Donc j'ai commencé à enseigner, j'ai donné des cours même à l'université. Mais ma drari, je ne pouvais plus tenir la cadence à 8h, 4h30. C'est pour ça que j'ai choisi une fonction libérale. Je me disais, j'ai toujours rêvé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je me suis lancée dans la savonnerie. Quand il en reste de côté, parce que généralement c'est un petit peu le patrimoine de la femme, l'huile d'olive. Quand il en reste, on la vend pour la fabrication du savon. Savon naturel, où il y des additifs, les colorants, les parfums, les conservateurs. Donc, mais cache le risque les perturbateurs endocriniens. Et déjà, c'est un point très important, Lina. En plus de ça, l'huile d'olive, elle est bien pour les peaux sèches, elle est bien pour les bébés. C'est un très puissant antibactérien. Fabriquer son propre savon contribue à la protection de l'environnement par le recyclage et la valorisation des huiles usagées en savon. Au lieu de les jeter, en plus, le savon à froid à base d'huile d'olive est un produit écologique et un véritable soin. C'était donc une artisane, elle, qui se spécialise dans le savon traditionnel ou le savon artisanal. C'est Feriel Hamdi qui l'a rencontré pour nous. Et à présent, nous allons nous intéresser aux artisans, aux agriculteurs, puisqu'ils se sont réunis en réseau. Et aujourd'hui, nous en parlons en compagnie du responsable du réseau des agriculteurs, des paysans et des artisans algériens. Il s'agit de M. Mohamed Amoukan Abdeli. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue à vous. Marhaba bikoum. Et parmi nous également, M. Kamal Aït Samadi. Bonjour. Marhaba bik. Donc vous êtes éleveur et agriculteur aussi par la même occasion. Oui. Alors, M. Abdeli, vous vous êtes réunis en réseau, donc en réseau d'agriculteurs, paysans et artisans algériens. Donc ce n'est pas une association, ce n'est pas une coopérative, c'est un réseau. Alors d'où vous est venue justement l'idée de vous réunir ainsi? Merci beaucoup pour cette occasion déjà. Vous me donnez l'occasion aussi de nous étaler sur ce réseau, qui est un réseau informel. Il est le résultat d'une expérience avec la délégation de l'Union européenne en Algérie, parce que on a fait bénéficier de notre expérience pour la femme rurale à Saïda, dans la wilaya de Saïda, et spécialement dans ce qu'on a appelé une formation intégrée en transformation laitière et élevage capra. Donc, suite à cette formation, on a pensé que c'est nécessaire de regrouper déjà les artisans, la femme rurale, les entrepreneurs de l'espace rural algérien autour d'initiatives pour déjà encourager et promouvoir et valoriser leur activité. À ce stade-là, ça fait 2 ans qu'on a travaillé ensemble. Et principalement après cette expérience à Saïda, on a travaillé à Borny, à Tizi Ouzou. Et actuellement, on est presque 15 artisans, agriculteurs et éleveurs dans ce réseau.
Donc on fait bénéficier aussi la population rurale et par des formations, des consultations aussi et un accompagnement pour la création des activités génératrices de revenus dans l'activité principale et la transformation laitière. Donc c'est un réseau aussi et parmi les membres, il y a avec nous aujourd'hui M. Kemal Samadi qui est le fondateur aussi de la coopérative du Caprin de la wilaya de Béjaïa. Très bien, nous allons parler dans un petit moment. Justement, vous avez parlé des formations concernant la transformation des produits laitiers. Oui. Là, justement, nous avons quelques photos qui sont en train de défiler que vous avez ramenées. Je ne sais pas si on peut revenir sur ces photos. Vous pourriez peut-être nous les commenter. Donc, est-ce que ce sont des formations? Est-ce que c'est le produit final, finalement, de ces artisans? C'est très appétissant, en tout cas. Oui. Hein. Ça, c'est les produits, c'est les fromages, c'est le produit final de notre artisane qui est Madame Bouzidi à Tizi Ouzou. On l'a accompagnée actuellement, elle est formatrice aussi et consultante auprès des associations algériennes et auprès même des coopérations au développement en Algérie. C'est toujours des produits, voilà. Ce qu'on a vu après, c'était des yaourts, c'est ça? Des yaourts naturels, oui. Des yaourts naturels à base de lait de vache et lait de chèvre. Donc on voit que vous vous orientez un peu vers tout ce qui est naturel, vers tout ce qui est fait maison, comme on dit. Exactement. N'est-ce pas? Bien sûr, parce que nous, on a travaillé sur la conception de formations qui ont un débouché concret, qui est l'activité génératrice de revenus. Ici, par exemple, c'est l'atelier de la femme rurale transformation laitière à Saïda, donc dans la commune de Sidi Boubacar. Donc c'était notre expérience, première expérience avec la délégation de l'Union européenne dans le cadre d'un programme de développement rural qui est le PATSEL NOA. Donc suite à cette expérience bénéfique aussi pour la femme rurale, qu'on a pensé à aussi développer cette expérience avec la femme rurale sur une région pilote qui est bornée à Tizi Ouzou, mais actuellement on travaille aussi pour lancer le réseau des compétences solidaires dans le développement rural dans la Soma, à Arbou, avec l'aide aussi d'une école de formation professionnelle privée, de l'université, des associations, des agriculteurs. C'est pour ça qu'on parle de réseau informel. Voilà, de réseau, mais surtout tous les acteurs y sont. Hein. Alors là, donc vous faites des ateliers, des formations, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la promotion et la création d'emplois, comme vous le dites si bien. Donc qu'en est-il par la suite de l'accompagnement pour la création de petites entreprises, par exemple, ou pour la création, donc carrément, d'un investissement particulier? Exactement. Donc après cette formation, le stagiaire ou bien le bénéficiaire de cette formation a le choix d'aller vers la création d'une activité génératrice de revenus à titre personnel ou bien dans le cadre d'une nouvelle famille, parce que lorsqu'on parle de l'entrepreneuriat rural, surtout féminin, c'est des activités génératrices de revenus, mais en famille. Il y a aussi des associations, à l'exemple d'une association à Béjaïa qui a bénéficié d'un accompagnement pour la création d'une coopérative déjà féminine de production des produits de transformation laitière. Ça veut dire, nous, en ce moment-là, on est au service déjà de l'entrepreneur, soit sur un projet personnel ou bien un projet qui peut déboucher sur une coopérative ou bien une association ou bien un réseau des compétences, mais c'est un réseau qui reste formel, qui regroupe des compétences différentes. Voilà. Alors, Monsieur El-Samadi, je reviens à vous. Alors, vous êtes éleveur. Donc, quel est un petit peu votre apport par rapport à la concrétisation de tous les objectifs du réseau? Donc, je vous remercie d'abord pour cette invitation chaleureuse. Et je remercie aussi mon ami Abdelé. Oui, effectivement. Donc, je participe sur le réseau de développement local. Et aussi, notre filière, la filière caprine, il est très, je crois que c'est une économie montante dans notre région. Donc, elle mérite beaucoup de respect ou beaucoup d'attention. De toute façon, c'est une vocation aussi d'une grande partie de l'Algérie. Exactement. Nous avons le programme de notre coopérative. C'est les suivis des formations. On a fait beaucoup de formations sur nos éleveurs. Aussi des sorties pédagogiques, même sur le terrain, des formations techniques pour l'avancement, pour avoir un bon niveau d'élevage à nos éleveurs. Et aussi, je suis là aujourd'hui, c'est pour dire que notre filière, là, elle mérite beaucoup d'attention. Oui. Parce que nous avons beaucoup de problèmes sur cette filière-là. Récemment, moi, je parlerai de moi-même.
Récemment, j'avais un grand problème. Le 50% de mon cheptel était touché. Était touché par une maladie. Une maladie aussi qui touche même les êtres, touche directement les êtres humains. Les êtres vivants, les êtres humains. La maladie, elle s'appelle la brucellose. Et le vrai problème, qu'il n'y a pas de signes. Il n'y a pas de signes. Il n'y a pas de symptômes sur les chèvres. Donc, juste, il faut faire des dépistages. Pour accéder à avoir cette maladie-là. Sinon, elles vont très bien, il n'y a pas de problème, elles mangent, les mises bas normales, le lait aussi est normal. Donc là, je dirais, je vais peut-être sonner une sonnette d'alarme. Donc je suis un éleveur, donc je suis le premier concerné. Sonner la sonnette d'alarme, soit mes collègues, les éleveurs, de faire très attention. Donc là, on est vraiment dans la sensibilisation. Voilà, je dirais. Alors justement, du moment que là, vous nous ouvrez un petit peu l'occasion pour sensibiliser notamment les éleveurs, mais aussi toutes les autorités qui vous suivent dans tout ça, alors vous parlez de dépistage, à quel moment il faut dépister ? À tout moment. À tout moment. À tout moment. Donc à toute saison, tout au long de l'année, c'est un suivi. Donc c'est un certificat sanitaire. Donc c'est un certificat sanitaire obligatoire. Obligatoire parce que maintenant je dirais que je peux dire que notre cheptel il était touché. Il était touché gravement, je dirais même à plus de 70%. C'est énorme, à plus de 70%. C'est énorme. Donc je sollicite les autorités de faire agir un programme, un dépistage, je ne sais pas. Donc je laisse moi. Les images sont magnifiques, hein, donc oui, c'est vraiment, ce sont vos chèvres? Oui, c'est mes chèvres. Les dommages, elles vont être à l'abattage. Oui. C'est carrément à l'abattage après. Oui, c'est carrément à l'abattage. Il n'y a pas d'autre solution? Non, le décret de cette maladie, c'est à l'abattage. Oui, malheureusement, c'est une perte. C'est une perte pour moi et c'est une grande perte aussi. Hein. Je dirais pour l'économie, déjà. Oui, l'économie. Donc il faut faire ça, il faut faire agir vite. J'avais fait un appel à aux autorités de faire vite. Il faut faire attention parce que notre cheptel est en danger. Oui. Donc si on touche... D'où vient cette maladie? D'où vient cette maladie? Allah, madame... On ne sait pas. On ne sait pas. Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Je peux... De toute façon, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Voilà. Je dirais même parce que moi, je vous dirais que je suis une victime d'une maladie. Oui. Je suis une victime d'une maladie. Il y a d'autres aussi. Il y a d'autres éleveurs qui ne sont pas déclarés parce que moi j'ai déclaré. J'ai décidé de faire des analyses. Et j'ai sollicité déjà les autorités. Je les ai parlé sur la maladie, que notre cheptel, il est en malade. danger. Il est en danger, il est malade. Il faut faire vite, il faut agir. Il faut chercher des vaccins, il faut faire un dépistage. Il y a tout un cheminement par rapport à ça. Justement, Monsieur Abdelli, vous, dans votre réseau, c'est justement la promotion et l'accompagnement des agriculteurs, des paysans, des artisans. Dans un cas pareil, donc, quel est un petit peu le rôle du réseau pour accompagner les agriculteurs et surtout trouver des solutions par rapport à ce genre de maladies ou de problèmes que les agriculteurs et les paysans peuvent rencontrer? Exactement, merci beaucoup pour cette question. Dans un premier temps, on a vu que c'est nécessaire aussi de les accompagner sur le plan sensibilisation. Donc il y a la sensibilisation, c'est grâce aussi à nos amis aussi des médias, de la presse aussi, qu'on est en train de faire une campagne de sensibilisation par des cas pratiques. Regardez ce qui s'est passé avec un éleveur caprin, ça peut arriver à n'importe qui, ça peut arriver aussi, et ça peut toucher énormément l'économie ou bien ce qu'on appelle l'entrepreneuriat rural dans une région et qui voit cette filière, comme il a dit, une filière montante, mais menacée. Donc il faut renforcer déjà les liens de solidarité par la sensibilisation et la formation, mais aussi renforcer les dispositifs de prévention et les dispositifs aussi d'assurance. Expliquer à nos agriculteurs, nos éleveurs, c'est quoi un dispositif d'assurance, comment aller vers les assurances, les services, quelles sont les prestations aussi liées aux services assurance, est-ce que le dispositif actuel peut couvrir les maladies de ce genre en Algérie, comment peut-on aider, orienter et même indemniser
nos éleveurs. Ça, dans un premier temps. Après aussi, on a un accompagnement sur le plan technique et administratif par aussi notre contact régulier avec nos institutions, à l'exemple des services des services agricoles, que ce soit des services vétérinaires aussi, même au niveau central, parce que récemment, ça fait même pas 2 jours, on a fait un passage au ministère de l'Agriculture aussi pour alerter, pour faire aussi une campagne aussi de sensibilisation et pour voir aussi les moyens, ce qu'il y a d'autres moyens pour déjà renforcer le dispositif de prévention et essayer de trouver une alternative à cette solution finale qui est malheureusement c'est l'abattage. Parce que ça coûte énormément. La chèvre en Algérie coûte très très cher. Oui. Déjà, faire un élevage capra en Algérie, ça demande beaucoup de moyens. Malheureusement, même si on fait des efforts sur l'accompagnement, la valorisation aussi des activités, des entrepreneurs aussi, comme notre ami, du coup, c'est des actions qui visent beaucoup l'approche pédagogique, l'approche aussi sensibilisation, mais on ne peut rien faire sans une approche réglementaire très claire. Donc aussi, merci une autre fois à nos amis des médias, de la presse qui nous ont fait, qui étaient très sensibles à nos actions. Donc c'est un réseau solidaire, donc à chaque fois aussi on fait appel à nos compétences aussi d'être solidaire avec... c'est un acteur de réseau, ça veut dire si... Par exemple, son activité est touchée, nous, on ne peut pas organiser des sessions de formation, on ne peut pas organiser, par exemple, un salon des produits de terroir, on ne peut pas valoriser un savoir-faire local sur, par exemple, le produit fromage, par exemple, artisanal, ou bien fromage de chèvre. Et c'est toute une chaîne de valeur, ou bien toute une chaîne aussi qui sera touchée prochainement. Donc, c'est un appel aussi aux autorités, à l'université aussi, parce qu'il y a la recherche scientifique joue un rôle très important, à la formation professionnelle aussi, même aussi aux institutions, parce que si bien on respecte la hiérarchie, les dispositifs existants, mais il faut faire vite, parce qu'il s'agit d'une crise, il s'agit d'une maladie qui se propage rapidement. Donc il faut sensibiliser, il faut voir aussi les chèvres aussi qui sont sur le marché aussi. Il y a la problématique aussi de vérifier déjà l'état déjà de santé de cheptels qui circulent sur le marché. Parce qu'on consomme aussi le produit. On consomme le lait, on consomme le fromage. C'est comme ça que la maladie se transmet. Ça peut impacter la santé aussi de consommateurs. La santé humaine, et ça peut aussi... parce que dans l'espace rural algérien, ce genre d'activité a une importance majeure. Ça veut dire aussi, il y a le côté aussi l'éleveur, il y a la femme aussi rurale, à l'instar par exemple des entrepreneurs qui font du savoir artisanal, il y a la femme rurale aussi qui fait le fromage artisanal. Donc il faut une solidarité, il faut aussi prévenir. Donc finalement, si l'animal est touché, on ne peut rien consommer de l'animal. Bien sûr, notre ami peut nous expliquer. C'est une richesse. Donc c'est la chèvre. Après la chèvre, c'est nous. Sinon, il n'y aura pas après. Il n'y aura pas après. Voilà. La chaîne alimentaire, donc, elle est... à l'occasion, madame, à l'occasion, je lance un appel au ministère de l'Agriculture de vraiment constater mon cas. Votre cas est le cas de d'autres agriculteurs, j'imagine. Bien sûr, de voir et d'avoir une prise en charge. Sur notre cas, sinon parce qu'on n'avance pas. Alors justement, là on parle beaucoup de sensibilisation, de campagne de sensibilisation, parce que j'imagine vous êtes touché à hauteur d'un peu plus de 70%, ça reste quand même un chiffre énorme. On a juste l'impression que vous allez perdre tout votre... Ça y est, j'ai perdu tout, j'ai perdu tout en tout cas. J'ai perdu tout. Parce que la valeur, l'indemnisation de l'État, c'est uniquement la viande. La viande, ça ne va pas me donner 10%. De la valeur du cheptel. Ça ne va pas me donner même pas. C'est à 8. Je crois, j'ai fait les calculs, c'est à 8% de la valeur perdante de mon cheptel, de mes chèvres. Voilà, donc justement, pour c'est un travail des années, c'est un travail de 20 ans. C'est une amélioration, donc je me suis vraiment fatigué pour arriver à ce point-là. Vous avez les photos, c'est pas facile d'avoir cette race-là. Elle est unique, elle est rare, et en plus... C'est vrai. C'est un travail. Oui, c'est un travail de longue haleine, effectivement. Alors justement, sur le plan sensibilisation, qu'est-ce qui se fait entre vous et les autres agriculteurs qui êtes touchés, encore une fois, par cette maladie? Donc, quelles sont un petit peu vos actions sur terrain? Ça m'inquiète vraiment. Là, vous êtes touchés, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui
pour relancer, j'ai envie de dire, ou pour arrêter? Oui, il y a des solutions quand même. Il y a des solutions, il faut voir. Mais je dirais qu'il y a un grand assainissement, je crois. Il y a un grand travail qui attend l'État et nous aussi. Oui, oui, le travail se fait de façon... Il faut des engagements. Il faut une base. Je dirais qu'il faut une autre base. Il faut une autre base. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous entendez dire par une autre base? Notre base, là, c'est l'identification de l'Ichetel. Oui. Pour avoir le positif et le négatif. Donc, quand on arrive à faire ça, on détecte vraiment la maladie. Après là, on va chercher des solutions. Comment régénérer notre cheptel. C'est comme ça. Mais un grand travail qui nous attend. Soit les éleveurs, il y a beaucoup de sacrifices. Il y a aussi un grand travail qui attend les autorités aussi de faire ça. C'est un travail de collaboration qui doit se faire entre autorités, éleveurs et tout le réseau, parce qu'il existe aujourd'hui le réseau. Je remercie infiniment, je remercie beaucoup mon ami Abdelé qui me soutient vraiment. Chaque jour, il est là. Chaque jour, il m'appelle et je le remercie beaucoup. Je remercie beaucoup. Voilà, de toute façon, c'est un travail que vous faites de façon continuelle. C'est un peu l'objectif du réseau, d'ailleurs, d'accompagner, de trouver des solutions aux différentes problématiques qui touchent les paysans, les agriculteurs, les artisans aussi, n'est-ce pas? Exactement, parce que aussi des activités aussi, c'est un acteur de développement local, parce qu'il participe aussi à ce qu'on appelle dans le management territorial, l'animation territoriale aussi. Sans cette activité, on ne peut pas parler aussi de comment développer un espace rural sans développer les activités génératrices de revenus. On ne peut pas parler aussi de l'espace rural algérien sans parler de la chèvre, de l'agriculture, de l'artisan, des paysans. De toute façon, c'est une chaîne, ça va de soi. Exactement, c'est une chaîne de valeur aussi pour le développement de notre agriculture, ou bien même dans le tourisme rural aussi. Actuellement, on développe aussi des activités aussi qui sont en relation avec les activités aussi de l'élevage, de la femme rurale, du savoir-faire rural, de l'art culinaire rural aussi. Donc, c'est une chaîne. Donc, si un maillon est faible, du coup... c'est toute la chaîne qui est impactée par la suite. Voilà, en tout cas, on souhaite que votre voix soit écoutée aujourd'hui et on vous souhaite une très belle continuation pour le réseau. Surtout, bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, espérons que la prochaine fois, vous reviendrez avec de très très belles solutions, n'est-ce pas? Et surtout que le problème soit résolu. Voilà, c'est ce qu'on espère. En tout cas, merci beaucoup à vous, M. Mohamed Amokran Abdelli. Vous êtes le responsable du réseau des agriculteurs, des paysans et des artisans algériens. Merci beaucoup à vous, M. Kamel Ait Samadi. Vous êtes agriculteur et vous êtes aussi éleveur. Merci à vous. Et cette fois-ci, c'est une page d'histoire que nous allons ouvrir en votre compagnie. Nous allons à la rencontre d'une moudjahida, elle qui a rejoint les rangs du FLN en 1956. Il s'agit de Janine Maïbech, à qui on souhaite un prompt rétablissement. C'est Badira Amarni qui l'a rencontrée. Pour nous, on se retrouve juste après. 23 mars 2011. Ce cahier est réservé à ma vie privée et surtout étant en pleine dépression, je passe mes nuits, puisque je ne peux dormir, à penser surtout à mes souvenirs de l'aide que j'avais pu apporter au FLN, si petit soit-il, de 1956 à 1962. Ce sont là des bribes des mémoires de Janine, moudjahida d'origine française qui a été aux côtés de l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. Janine Maïbech, de son nom de jeune fille, Pérocho, n'avait que 19 ans lorsqu'elle a adopté la cause algérienne et rejoint le FLN en 1956. Sa mission en France consistait à transporter des armes, de l'argent et des papiers importants qu'elle dissimulait à chaque fois dans un couffin pour les remettre à des responsables du FLN dans le secret le plus total. Janine cachait même des moudjahidines dans le grenier de sa maison. À raconter comme ça, c'est difficile, hein, parce que c'est trop compliqué et c'est en même temps, quand on raconte, c'est émouvant. C'est émouvant, ça. Moi, je me rappelle chaque fois que je devais les rencontrer quelque part pour un rendez-vous, pour une mission comme ci, comme ça. Et ben, avant d'arriver sur la route, je pleurais. Hein. Je pleurais avant d'arriver. Parce que c'est quelque chose de... Puis on en voit de trop. Hein. On voit trop de choses, trop. Bonjour Janine. Ça va? Bonjour Janine. Ça va?
Ça va et toi? Ça va très bien. Très bien. Janine nous a ouvert les portes de son modeste appartement à Aqbou, dans la wilaya de Béjaïa, pour nous raconter brièvement ce qu'elle a pu rendre comme service modeste à l'Algérie. Tu aimais l'Algérie? Ton mari, l'Algérie? Ah ouais. Mais nous, on a travaillé pour l'Algérie pendant des mois. Et tu as été arrêtée par la police française? Plusieurs fois. Pour des contrôles. D'accord. D'accord. Tu n'as pas été emprisonnée, Janine? Tu as été en prison? Ah non. Ses ennemis. Cette moudjahida âgée de 92 ans a du mal à se remémorer tant d'événements importants qu'elle avait pourtant vécus et racontés à ses enfants et petits-enfants, toute fière d'avoir servi la cause algérienne juste. Heureusement qu'elle avait opté à écrire ses mémoires pour que nul n'oublie. Janine, qui a choisi la nationalité algérienne, vit toujours à Aqbou avec sa fille comme garde malade. Très très belle rencontre que Badira Marni nous a fait découvrir ce matin, Janine Maïbech, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Elle qui a choisi la voie de... A choisi l'Algérie par amour et pour son combat et sa liberté. Oui. Elle a choisi la voie de la liberté, elle a choisi la voie des droits. Finalement. De la justice. De la justice, surtout. Donc, à qui, encore une fois, on souhaite un prompt rétablissement. Samira, bonjour. Bonjour, Nour. Comment ça va, Samira? Très, très bien. Ça se passe bien? Très, très bien. Alhamdoulilah, très, très bien. Toujours la bonne humeur. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, aujourd'hui, tu vas nous emmener quelque part en Algérie. On va... Comme à chaque fois. Oui, un coup de cœur, vraiment. Milève, tu connais. Tu sais, Samira, je te jure qu'on devrait te donner... ambassadrice à l'Algérie. L'ambassadrice de l'Algérie en Algérie. Voilà, dans le monde, qu'en Algérie, ça reste quand même une télévision transnationale. En Algérie, ça me convient, déjà. Dans le monde, aussi. Voilà. Alors aujourd'hui, tu vas nous emmener à Mila. À Mila, Milève. Tu connais? Je connais, mais je n'ai pas visité. Ah, c'est une très jolie ville. C'est une wilaya à découvrir. C'est l'une des villes que j'ai toujours voulu visiter. Et ça viendra. Oui, il faut aller... Déjà, tu vas nous la faire visiter aujourd'hui? Peut-être un peu, pas assez à mon goût. Il faut y aller, il faut faire quelque chose là-bas. Beaucoup de choses, c'est pas suffisant. Donc Mila ou Milève, c'est très joli, j'aime beaucoup le nom. C'est un mot punique, donc composé de deux syllabes, deux mots. Mil pour fontaine ou eau et F pour abreuvoir ou terme, pour te dire qu'il y avait de l'eau. Et on l'appelle Milo. En tamazirt, Milo pour ombre, ça veut dire ombre en tamazirt, ou alors c'est le prénom d'une princesse berbère. Pourquoi ombre? On sait pourquoi? Non, on ne sait pas exactement. C'est pour ça que c'est on ne sait pas l'origine, mais bon, Milo en tamazirt veut dire ombre. Alors, El Milah, à l'arrivée des Omeyyades, donc. Mila, donc elle est située sur l'affluent du Rumel, c'est à peu près à 400 km d'Alger, et c'est tout près de Constantine. Oui. Pourquoi c'est important? Parce que déjà on sait que Constantine, il y a plein de biens culturels, patrimoine immatériel, matériel surtout. Et Mila en regorge. Alors il y en a à peu près 400 biens culturels qui ont été donc dénombrés, mais en réalité il y en a beaucoup plus. Et beaucoup ne sont pas encore découverts. Pourquoi? Parce que Mila est construite sur déjà un site antique, romain. Peut-être plus ancien, on ne sait pas. En tout cas, ça n'a pas été détruit. Ça a été détruit pour construire l'actuel vieux Mila, mais en dessous, il y a des choses. Et donc, ça n'a pas été détruit à la colonisation française, ça n'a pas été détruit sous l'Empire ottoman, ça n'a pas été détruit. Tout ça pour dire qu'elle a connu énormément de civilisations, exactement, et d'abord romaine. Peut-être punique d'abord, ensuite romaine, et donc byzantine aussi, fatimide, je pourrais pas tous les citer, mais bon, ça a laissé des traces, ça a laissé des vestiges, et donc notamment pour les Byzantins, puisque la ville est ceinturée par elle existe toujours, la muraille byzantine, à l'avènement de l'islam, donc l'arrivée des Omeyyades, il y a une mosquée, et on pense que c'est l'une des premières mosquées en Algérie, c'est Sidi Ghanem. Et donc, on a des photos. Je ne sais pas si Amel peut vous montrer. Oui, on me dit oui, on va t'envoyer tout de suite les photos. C'est là où il y a les arcades. C'est la mosquée, elle est très jolie. Alors ça, c'est magnifique ça. C'est les ruelles
de Mila, on y accède par je ne sais pas si on peut dire ça. J'ai une grosse pensée pour notre ami Fares Mchnak. Oui, le preneur de son. Alors, il est d'origine de Mila et très calme, très apaisant. Il est très professionnel. Comme personnage. Et là, on comprend mieux pourquoi, finalement, il est aussi... Très jolie cité. Enfin, c'est la maison de ses parents, mais il y va à chaque fois qu'il a l'occasion. On le salue. Donc, la mosquée Sidi Ghanem, alors elle est connue parce que c'est l'une des... On pense que c'est la première en Algérie, peut-être la deuxième en Afrique. Son minaret compte pas moins de 365 marches. Voilà. Elle est construite en pierre de taille. C'est très joli. Elle est construite sur une ancienne basilique. Tu vois. Donc, ça, on le sait. Et il semblerait qu'elle aurait été... Bon, on lui attribue. On attribue son édification à Abu Muhajir ibn Dinar. C'était l'ami, le compagnon de Uthman ibn... Non, Uthman... Ce qu'on voit, c'est la statue Mlo, ou alors la statue de Milo, la Vénus de Milo. Il y a une ressemblance, non? Voilà, donc on la compare à la Vénus de Milo. Elle est en marbre et pierre, je pense. Elle n'est pas très loin de la mosquée. Elle est mitoyenne à la mosquée Sidi Ghanem. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à découvrir à Mila. Ce qui reste encore, ce sont les zaouïas. Enfin, il y a les puits Arlad, le site archéologique de Boutermaten. Ça, c'est les ruelles, elles sont très belles. Elles sont c'est une casbah en fait. Il y a énormément de commerce. C'est une médina où les gens habitent encore. Elle a besoin de restauration, c'est une évidence. Ce qu'on voit maintenant, c'est un sarcophage. Et donc, c'est en plein air. Le musée. Bon, c'est romain? C'est romain. D'accord. C'est romain. Ne serait-ce que pour les tuniques. Oui, voilà. C'est pour ça que je pose la question. C'est des sarcophages, oui, romains. Ça évoque vraiment la culture romaine. Oui, excellent architecte. La mosquée, les arcades, elle est magnifique cette mosquée. Vraiment. Donc voilà. Très. Oui, donc qu'est-ce qu'on peut voir à Mila? On peut voir la prison rouge de Ferjiwa. On peut voir les thermes romains. On a une photo des termes romains, je ne sais pas si Amel peut la passer. Les termes romains, c'est Aïn Kalma Awed Khalouf. Il y a le palais de Lara, parce qu'il y a encore des vestiges de la période ottomane. Voilà. Il y a donc des sites archéologiques et il reste encore des zaouïas, comme la zaouïa de Cheikh Hussein, voilà, à Sidi Khalifa. Alors, je ne sais pas, on va voir le sujet de la Rouette, non? Oui, si. C'est pas toi qui décide, ou c'est elle-même qui décide. Ça, c'est les termes. Tout ça, je voulais faire la transition entre Zaouïa et Zaouïa de Tidjaniya. C'est là où tu aurais dû me dire, le Zaouïa de Tidjaniya. Oui. À la Rouad, que j'aime beaucoup, le Palais Kourdan, en fait. Le Palais Kourdan. Moi, j'étais concentrée sur Mila, j'étais pas prête à aller à la Rouad. D'accord. Mais c'est très joli, la Rouad aussi. Oui, c'est magnifique, la Rouad. C'est Aïn Madi, et c'est le Palais Kourdan, donc construit par Sidi Ahmed Tidjani, pour sa femme, l'élu de son cœur, Lalla Yamina. Aurélie Picard, c'est un endroit très paisible, qui est très touristique et qui mérite le détour. Voilà, on peut le voir, non? Pas encore. On pas peut encore. Pas. D'accord. Pas encore. C'est pas moi qui décide, hein, c'est la régie qui décide. Elle n'a pas voulu. Donc. Oui. Et sinon, donc Mila? D'accord, donc Mila donc, vaut le détour, bien sûr. Donc c'est une ville, comme on a vu, elle est en ruelle tortueuse, c'est une casbah. Il y a des commerces. Alors qu'est-ce qu'il a fait? C'est une casbah, effectivement. C'est une autre forme de casbah, finalement. C'est un autre type d'architecture. Un autre type d'architecture, mais en fait, il y a des casbahs dans toute l'Algérie, pratiquement. Toute l'Algérie. Mais chacune a des spécificités, quand même. Oui. Oui, celle de Délice ne ressemble pas à celle d'Alger, celle d'Alger ne ressemble pas à celle de Mila. En fait, c'est acclimaté à la région. À la région. Voilà. Donc là, on voit plus un travail avec les pierres et... Oui, et alors ce qui est très intéressant à Mila, c'est que donc on a le vieux Mila, ensuite pendant la colonisation, l'Empire ottoman a rajouté des choses, ensuite il y a eu la colonisation, il y a eu une extension de la ville, jusqu'à la ville actuelle, je veux dire moderne. Donc rien n'a été détruit. Par contre, l'usure et puis le manque de la main de l'homme fait que elle a besoin de restauration et elle mérite d'être restaurée. Voilà. Ce qui fait la particularité aussi de la région de Mila, c'est le melouf.
D'accord. Oui, il y a plusieurs... On est juste à côté de Constantine. Voilà, oui. Exact. Donc il y a une tradition. Il y a un festival de couscous qui est organisé depuis national. Il est organisé depuis plusieurs années. Enfin, il y a le chabi aussi. Voilà. Donc il y a beaucoup de culture là-bas. Il y a... Enfin, c'est une ville riche en patrimoine, en histoire qu'il faut découvrir absolument. Bon, on ne le regardera pas apparemment. Si, on va le regarder. Rien que pour toi. On va le voir. Ben oui. Voilà, on va le voir. Rien que pour toi. Mais sinon, tu vas bientôt nous faire découvrir Milan en images? J'aimerais beaucoup. Certainement. Mais d'abord, on fait Steph. D'abord, on fait Steph. Voilà. Steph, tu es déjà revenu de City. Donc, on attend juste le résultat. Juste après, ça sera Milan. Attendant de terminer le montage. Je suis pressée finalement. Voilà, donc on a fait un petit tour. Un petit tour à Mila. Voilà, donc ça reste quand même. On voit quand même. Peut-être rappeler que c'était l'un des 4 castellums de l'Empire romain. Et Colonie, ça a été l'une des principales capitales de Massinissa. Voilà, donc colonie très importante pendant l'Empire romain. Et c'est sous le règne de Justin Ier que la majorité des édifices ont été construits et qui sont encore visibles. Voilà. Donc il y a eu les Vandales et sous Genséric, donc le roi des Vandales, ils sont venus, ils ont pillé, ils n'ont rien construit. Ils y sont restés un siècle, tout comme les Byzantins d'ailleurs. Ah ben voilà. Donc très bientôt, tu nous feras découvrir tout ça. Inch'Allah. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Samira, pour ce détour au niveau de Mila, de nous avoir encore une fois fait découvrir ce qu'on peut voir à Mila, quelques, oui, bien sûr. Quelques vestiges donc, de Mila. C'est une ville aussi qui regorge de beaucoup d'autres vestiges. Merci beaucoup, Samira. On se retrouve samedi prochain pour une autre virée. Mais rien que pour toi, on va aller visiter le palais de Rawat. Kourdan, le palais de Kourdan. J'attendais de ces jours. Quand même, n'allez pas ne pas le programmer pour toi. Très joli ville de Rawat. Allez, on va à la visite donc, du palais de Rawat et on se retrouve juste après. Me voilà sur la route de Ain Madi, à l'heure des belles ombres et des caresses invisibles d'un passé récent. Absolument rien n'échappe à mon regard, ni les mots bleus du ciel, encore moins la douceur du soleil, qui enveloppe cette atmosphère poétique, où règne une musique silencieuse. Sous mes pieds, le désert fuit. Il aurait voulu me raconter toute la magie d'un secret enfui dans les sables. Mon esprit divague sur la splendeur des paysages, du lent vol inespéré d'un oiseau, du chemin parcouru par une fourmi. Dans ces plaines étendues, je rêve de la princesse des sables et de son roi qui, il y a un siècle et demi, a bravé le monde entier pour lui prouver son amour. Instinctivement, j'imagine la jeune Aurélie parcourant à cheval ces plaines, aux côtés de son prince. J'imagine son cœur battre pour ce lieu où elle finira ses jours. Je la vois pénétrer le royaume que Sidi Ahmed, petit-fils du fondateur de la confrérie Tidjaniya, lui a construit, le palais Kourdan. Ils se marièrent pour la vie en 1871. Et ici, Aurélie Picard est devenue Lalla Yamina. C'était en 1888. De ce lieu, elle écrira. Autour de la demeure est dessiné un grand jardin d'agrément avec fontaine, où l'eau murmure sur l'ambre bienfaisante d'arbres aux essences variées. Des allées de figuiers, de grenadiers quadrillent le jardin. Plus loin, c'est le potager, puis les vergers et enfin les terres en culture. À proximité immédiate de la maison, ont été construits des logements destinés à recevoir les affiliés de la confrérie, venant rendre visite au grand maître des Tidjanis. Le prestige des Tidjanis en fut accru et les pèlerins se rendant à Ain Madi ne manquaient jamais de passer voir le grand maître à Kourdan. Une bienveillante hospitalité était de règle. L'originalité de l'endroit, c'est déjà par rapport à sa localisation qui se trouve derrière il y a la montagne juste à côté, mais le climat ailleurs il est aride. Alors qu'ici c'est tout le temps frais, il y a la fraîcheur même en été et tout, donc l'endroit déjà il est très pensé et très réfléchi par rapport à la localisation. Et après c'est par rapport aussi à l'architecture du palais qui est différent complètement de l'architecture locale, parce qu'on voit les éléments architecturaux comme les arcades, les dômes. Les matériaux de construction c'est la pierre, on voit les vitraux de couleurs, les arcades aussi. C'est un mélange
deux styles architecturaux comme le style ottoman, un style un peu plus occidental, un peu mauresque aussi par rapport aux décorations et tout. Je voudrais parler de l'atmosphère agréable qui est ici, le calme. On ne dirait pas que c'est un lieu qui est au milieu du désert et tout. Je peux même parler de son histoire qui m'impressionne le plus parce que c'est un lieu qui a été construit d'un homme qui fait preuve à sa princesse. C'est une belle preuve d'amour qui est très rare de nos jours et qui s'est inscrite dans le temps puisque ça date du 19e siècle. L'histoire m'inspire, mais au-delà de l'histoire, la philosophie de l'histoire, il y a un esprit en termes hegeliens. L'esprit, c'est la tolérance et le climat qui est très représentatif des lieux ici. C'est que si vous venez, vous risquez rien, vous sentez vraiment la tolérance des gens et la paix, la spiritualité. La seule chose que vous risquez ici, c'est bien de tomber amoureux. Et dans un coin de ce royaume paisible, reposent l'un à côté de l'autre Aurélie Picard et Sidi Ahmed Tidjani pour l'éternité. Leur histoire a transcendé les époques et a marqué l'esprit des visiteurs de ce lieu. Et voilà, on se retrouve juste après ce reportage de Samira Hadjamar, elle qui s'est intéressée au palais de la Roi. Vous voyez, hein, je me suis déjà mise au parfum de ce soir. Sarah, bonjour. Bonjour Noam. Comment bonjour ça va? Les téléspectateurs, ça va, merci. On devient supporter malgré nous. Hein. Bah oui, n'est-ce c'est pas? l'Algérie qui va jouer aujourd'hui, c'est pas malgré nous, on devient, on a même pensé à me ramener donc l'écharpe qui va. En fait, c'est notre invité. Ouais, c'est notre invité. Notre invité, Mustafa, bonjour. Ça va, bonjour pour tout le monde, surtout les téléspectateurs. Surtout les supporters. Les supporters, voilà. Quand ça prend la dimension nationale, c'est tout le monde qui doit être impliqué. Voilà, ils se sont concernés malgré lui. Ce n'est pas question d'être concerné, mais s'impliquer aussi. S'impliquer, voilà, s'impliquer. Voilà, alors vous avez compris, aujourd'hui, un rendez-vous incontournable à partir de 20h, Sarah. Exactement, donc une finale historique pour l'USM Alger qui va disputer sa première finale de la Coupe de la Confédération africaine. On va rappeler que l'USM Alger a déjà pris part à une finale de la Ligue des champions africaine. Cette fois-ci, c'est la Coupe de la CAF face aux Young Africans de la Tanzanie. On va rappeler aussi que lors du match aller, l'USM Alger s'est imposé sur un score de 2-1. Donc, ils sont à l'aise. Ils peuvent faire match nul, Mustafa, et décrocher ce titre et oui, briller. Mais gourmands que nous sommes, on n'attend pas un match nul. Hein. Mais on va se contenter d'un match nul. On peut se contenter d'un match nul pour garder surtout ce trophée en Algérie. Surtout. Et aujourd'hui, comme on l'a dit, c'est pas l'USM Alger, c'est l'USM Algérie qui va jouer. Donc c'est toute l'Algérie qui suit cette équipe. Et pour parler de ce match, avant de parler de l'ambiance et tout, on vous propose d'abord de regarder ce sujet de Saïd Foulek. Et on revient juste après. Allez, à tout de suite. Alger qui s'apprête ce samedi à écrire l'une de ses plus belles pages de son histoire en affrontant en match retour de la finale de la Coupe de la Confédération le club tanzanien des Young Africans. Victorieux au match aller à Dar es Salaam, 1-2, les Usmistes partent largement favoris pour la consécration ultime. Mais attention de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous avons fait un grand pas vers la victoire finale dans cette compétition, mais rien n'est encore acquis. Il ne reste pas beaucoup pour soulever le trophée, mais il faudra surtout bien négocier ce match retour. Je sais comment sont les mentalités, notamment après ce succès à l'extérieur. Il faudra faire attention à la décompression et mettre tous les moyens de notre côté pour réaliser une finale retour exemplaire. Les joueurs doivent rester loyaux
loin de l'euphorie qui règne en ce moment. Et pour cela, on va entamer un stage bloqué pour les maintenir concentrés. Je demande aux amis et aux familles des joueurs de les laisser tranquilles pendant cette période. Même son de cloche chez les joueurs qui se veulent vigilants malgré la victoire de l'aller et entendent tout donner pour offrir à l'USMA son premier sacre continental. Nous devons oublier le match aller et penser uniquement à cette manche retour qui va être difficile. La partie se jouera sur le terrain et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore remporté le trophée. C'est bien d'être confiant, mais il faudra rester bien concentré pour gagner cette coupe et rendre fiers nos supporters et tout le peuple algérien, car au final, nous représentons l'Algérie. On ne doit pas fêter victoire avant l'heure. On a encore un dernier match à jouer à domicile devant nos supporters. On va tout donner pour gagner la coupe et célébrer ensuite avec nos fans. ما نفرحوش بزاف لازم علينا نحققوا النهائي في ملعبنا وان شاء الله نفرحوا بالكاس ونفرحوا مع الشعب تاعنا. درنا واش لازم في مقابله الذهاب. Nous avons réalisé le plus important lors du match aller. Maintenant, nous devons nous focaliser sur la récupération pour être prêts samedi et relever de nouveau le défi. Notons que cette finale retour sera dirigée par l'arbitre mauritanien Beida Dahan, assisté de l'Angolais Gerson Emiliano dos Santos et du Mozambicain Asenio Chaderke. Voilà, c'est donc les préparatifs de ce match en compagnie de Saïd Flak. Sarah, on peut dire que l'équipe est bien déterminée. Hein. Oui. Donc on ressent un petit peu la responsabilité, oui. Le poids. D'ailleurs, ils sont assez démoussas, en stage, bloqués. Donc, ils se préparent, ils sont focus sur cette finale. Ils veulent garder cette coupe ici en Algérie. Ils veulent rendre fiers les supporters de l'USM Alger, mais aussi tous les supporters algériens. Tous les Algériens sont derrière ce club. D'ailleurs, Mustafa va nous le dire aujourd'hui, parce que tout à l'heure, il me parlait des habitants de Annaba qui vont venir. Tu le disais tout à l'heure, c'est pas l'USM Alger aujourd'hui, c'est l'USM Algérie, effectivement. Donc, c'est tout le monde qui est impliqué, tout le monde qui est concentré. Mustafa, ce qui est sûr, ils vont venir des quatre coins du pays, j'allais dire du monde, parce que même les supporters du USMA qui sont de l'autre côté de la mer, de la France, de l'Angleterre, nous étions tous en contact, on leur a procuré des billets parce qu'eux, ils ne peuvent pas acheter des billets de là-bas et tout. Mais avant de commencer ou de parler de quoi que ce soit, il faut rendre déjà hommage à nos prédécesseurs, plutôt, nos aïeux, les ancêtres qui ont créé ce club et qui ont donné ce beau cadeau à tous les supporters de l'USMA, à l'image de Rizqi Meddad, de Ahmed Kemmat, de l'Ahmar Ali Zaïd, Znaghi Mohamed Ouali, surtout pour la famille Kawi Mustafa, Omar Aïchouna, c'est eux qui ont créé ce club. Et surtout ceux qui ont combattu la France coloniale pendant la guerre de libération et qui étaient tous ussuistes. Et justement, Mustafa, vous nous avez ramené de très très belles images aujourd'hui. Vous pourriez les commenter pour nous? Voilà, je peux vérifier. Derrière, il y a Ahmed Kemmat le classe. Ça, c'est au stade de Bollorine. Ahmed Kemmat, ça c'est la première fédération algérienne pour les années 63. Et on avait Ahmed Kemmat, le président de l'USMA, un des créateurs, qui est avec les membres de la fédération de 1963. Moi, je parle aussi de ceux qui ont combattu l'armée française, qui étaient usmistes aussi, à l'image de Yassef, à l'image des frères Ouagnouni, que tout le monde connaît, c'était des usmistes, la famille Didouche, Didouche Mourad, la famille Bouadjadj, la famille Arbadji, Shiban, Farhawi, la famille Boudissa, Medhab, Omar Hamadi, la famille Hamadi, la famille Labadi, Atallah, Hamid Ha, ils sont énormes. Ce qui a titré le journal français, le journal d'Alger en 1956 suffit pour donner le témoignage. Ils ont titré un de ces jours en 1956. Ce club l'USMA, dont le siège se trouve aussi celui de Bonn, a donné tout l'état-major de la rébellion à Alger. Et le démantèlement de la police des cellules du FLN a démontré le rôle néfaste joué par ce club. Cela suffit
pour démontrer que l'USMA a souffert pendant la Révolution, avant la Révolution. Voilà. Donc, laissons l'histoire aux historiens. Non, mais c'est très bien qu'on revient à l'histoire. C'est pour aussi marquer finalement la grandeur de ce club. Bien sûr, parce que une équipe de football, avant c'est comme si du ballon au pied au ballon au canon. Donc, c'était deux rôles qu'a joué l'USMA. Très belle photo, Mustapha, je ne sais pas si vous pourriez nous la commenter. C'est toujours Ahmed Kemmat. Ahmed Kemmat, c'était parmi les premiers présidents de l'histoire de l'USMA. Ahmed Allah yarhamou, il était usmiste avéré. Et il habitait Bellecour, comme par hasard. Voilà. Alors, pour dire que tous les quartiers, ça ne veut pas dire que si on habite Bellecour, on supporte forcément le CRB. Voilà. Mais, tu peux trouver même des supporters du CRB à Bab el-Oued, à la Casbah. Après, même dans la même famille, on peut trouver dans la même famille, l'autre. Non, mais ce qui est très impressionnant, c'est que dans la même famille, c'est au niveau des balcons. Là, on voit, par exemple, quand il y a deux équipes qui se confrontent, par exemple, je ne sais pas, je vais dire allez, CRB et l'USMA, et ben dans le même balcon, nous avons les deux drapeaux finalement. Sauf qu'aujourd'hui, on n'aura que des drapeaux rouges et noirs. Il n'y aura que du rouge et noir. Des drapeaux rouges et noirs et surtout aussi l'emblème national. Surtout. Voilà, l'emblème national. L'USMA avait joué son premier match en compétition africaine, c'était en 1982, exactement le 16 avril, journée du savoir comme par hasard. Et en plus, l'USMA va jouer aujourd'hui son 145e match, donc elle a marqué 228 buts. Le joueur le plus capé, avec plus de participations, c'est Mamouche avec 49 participations. Et le meilleur buteur, c'est Bilal Zeri avec 16 buts. Et espérons, l'USMA avait joué déjà 21 finales. Aujourd'hui, ça va être la 22e finale, toute compétition confondue. Coupe d'Algérie, championnat d'Algérie. Je n'ai pas calculé les super coupes, la coupe arabe et la coupe d'Afrique aussi. Voilà. Et sinon, beaucoup de chiffres. Voilà, beaucoup de chiffres, mais des chiffres grandioses aussi, ce qui marque encore une fois la grandeur de ce club. Qu'en est-il des supporters, Staff? Les supporters, comme j'avais déjà dit, ils vont venir des 4 coins du monde. On leur souhaite les bienvenus déjà. Ils sont chez eux. Qui m'appellent en anglais, welcome. Il y aura une ambiance de folie et c'est pas aux Smith qu'on va montrer comment le savoir-faire. Donc pour le scoop pour Canal Algérie, je peux déjà avancer qu'il y aura 30 000 petits drapeaux, une belle chorégraphie, il y aura un tifo aussi dans les tribunes supérieures. Seulement, ça fait partie des traditions des supporters de l'USMA. Et il y aura aussi beaucoup de surprises qu'on laissera au moment opportun les Algériens les découvrir à l'instant. Voilà. Mais sinon, Sarah, tu as fait un petit travail sur l'ambiance, sur les supporters. On avait même travaillé avec l'équipe, moi et Riyad Belkhedi, on avait réalisé un petit documentaire de 16 minutes. On a suivi l'équipe, on a suivi la direction, même le chef cuisinier, comment il travaille, comment il prépare cette finale, les médecins aussi. Et bien sûr, le 50% du club, c'est les supporters aussi. On s'est déplacé pour voir les supporters et les supporters de l'USM Alger sont connus pour leur discrétion, n'est-ce pas, Mustapha? Donc ils sont très discrets, ils préparent dans la discrétion. Sauf qu'hier soir, ils ont fait une ambiance, ils ont créé quand même une ambiance de folie. On ne pouvait pas rester dans la discrétion. Voilà, l'événement ne permettait pas une discrétion cette fois-ci. Exactement. Mais sinon, ils se préparent. On va voir les images. Tu nous as ramené des images de toute cette ambiance. Alors, on va voir donc l'ambiance qui se prépare avec les supporters en compagnie donc de Sarah et on se retrouve juste après. Unis, conservateurs et fiers de porter le rouge et noir dans leur cœur avant même leur naissance. La plupart d'entre eux ont hérité l'amour de ce club de 86 ans de leur père. L'équipe qui a remporté le premier titre de l'Algérie post-indépendance. Déjà pendant la guerre de libération, sous l'appellation de l'Union sportive musulmane d'Alger. Elle pouvait compter sur le soutien des usmistes car ils sont connus pour leur fidélité et surtout pour l'ambiance qu'ils créent dans les gradins. Ils n'ont qu'un seul rêve, voir l'USM Alger
remporter un trophée africain pour la première fois de son histoire. قلنا له انت الجنرال وحنا جنود ان شاء الله، والكاس هذه ماشي اتحاد الجزائر، حنا في الشامبيون وسمنا الاتحاد، اليوم وسمنا اتحاد الجزائر، كنا اونيون دالجي، اليوم رانا اونيون دالجيري ان شاء الله، وكاع الولايات مرحبا بكم، وكاع عمرتونا استاد وفرحتونا. متشوقين كامل باش نرفعوا هذا الكأس الغالية ان شاء الله، اللي ان شاء الله راح تكون كما نقولوا هي الشمعة اللي راح تزيد تضوي الامور اللي مامش مضيئة. هذاك واش راهو خاصنا حنايا، غير التتويج الافريقي برك. 8 trophées de champion d'Algérie, 8 coupes d'Algérie, 2 supercoupes et une coupe arabe. Une armoire déjà presque pleine, à laquelle manque une coupe d'Afrique. En tout cas, c'est le souhait des enfants de Soustara, qui préparent cette finale en décorant toutes les ruelles de la capitale, avec des drapeaux rouges et noirs et des citations authentiques, telles que « L'impossible n'est pas usmiste ». نقولوا هذا الحلم تاعنا هنا تاني كندخلوا التاريخ، والحلم نتوجوا بها ان شاء الله، والحلم تاني تاع لي سيبورتر ان شاء الله هنا نمدوا كلش باش نفرحوا ان شاء الله. ونقول لي سيبورتر يساندونا ويعاونونا كالعاده ان شاء الله، ويجوا بقوه، وان شاء الله هنا ان شاء الله نقاتلوا هنا في تيرا ونمدوا كلش باش نفرحوهم ان شاء الله. لازم توقفوا معنا، على بالي بلي جامي خليتوا هذا الفريق، ان شاء الله نتعاونوا نديروا اليد في اليد، على بالي بلي راح تكونوا بقوة إن شاء الله في ملعب 5 جويلية، وإن شاء الله نفرحوكم كي تخلص المقابلة إن شاء الله نكونوا دينا لاكوب إن شاء الله، ونفرحوا كاع كيف إن شاء الله نحققوا هذا الحلم. ليكيب اللاعبين كاع نلعبوا على جالو، ما يخفالكش كاع أصدقاء تاعو سواء أنا ولا اللي من لهنا كاع نلعبوا على جال بلال بن حمودة، إن شاء الله نجيبوا له هذا لاكوب ليه إن شاء الله سبيسيالمون ليك بلال خويا، ربي يرحمه. Bon, les joueurs veulent rendre hommage surtout à Bilal Ben Hamouda, Allah yarhamou. C'était leur coéquipier, ils ont grandi tous ensemble, ils ont joué à maintes reprises. Avant d'être leur coéquipier, c'est un ami déjà à eux. Donc c'est à lui que redeviendra cette coupe si jamais l'USMA arrivera à l'emporter. C'est ce qu'on espère. En tout cas, effectivement, beaucoup nous ont quittés, des supporters aussi. Voilà. Ce qui est sûr que l'ambiance sera, Inch'Allah, de folie. Bienvenue à tout le monde. Seulement laissez le virage nord et laissez les tribunes supérieures, le Malin Dar. Aux propriétaires, parce que c'est de là-bas que va fuser les premières notes de musique. Suivez les instructions, suivez le tempo, mettez du rouge et du noir et on va tous chanter à la fin خالتي يمينة ديري طمينة. هذا العام إن شاء الله راح تبارك بصح نسقسي كمان كاش ستريس كاش بريسيون كاش. Apparemment tous les joueurs n'ont pas réussi à dormir hier soir. Tu sais Sarah, j'ai bien envie de te poser cette question à toi. J'ai bien envie que tu nous répondes. À tous les Algériens. C'est toute l'Algérie. Toi déjà avec beaucoup d'émotions. Alors elle rentre, première question qu'elle me pose, tu supportes quelqu'un? Faut pas faire d'erreur. Alors parlez
Parlez-nous un peu du stress. Comment vous gérez, comment les supporters gèrent ce stress? Le stress quand une personne est en coin, c'est retiré. C'est à ce moment que l'imagination de l'être humain commence à faire son ébullition. Donc à ce moment que le stress fait son apparition. Mais quand on est en convivialité, dans un groupe et on parle et tout, on oublie. Pendant le match, je sais que les premières minutes sont très cruciales parce que c'est à ce moment que le moment de vérité, quand tu vois le terrain, le rectangle vert, c'est à ce moment que tu vas découvrir est-ce que ton équipe va être est dans le match déjà. Les 5 minutes, les 10 minutes, et après, ça serait, Inch'Allah, du tapis rouge. C'est comme si on va passer à l'examen. Avant l'examen, on est stressé et tout, mais une fois prendre le stylo, et tu commences à répondre, et au fur et à mesure... Après, les idées vont venir. Bien sûr. Voilà, donc... Voilà, donc un hommage, déjà on lui rend un hommage à travers toute l'équipe de Canal Algérie et donc à travers tous les supporters aussi, tous ceux qui nous ont quittés. J'ai juste envie de parler d'un ex-joueur, parce qu'on arrive à la fin. Hamid Barnaoui, on l'appelait le Pelé algérien. Il était parmi la première équipe. Il a dit ce mot. Il faut être ismi, ce n'est pas une légende, il faut être ismi pour le comprendre. C'est un mélange d'éducation, du savoir-faire, de la classe, aqliya, et si vous voulez, tout ce qui est beau est ismiste. Effectivement, alors je partage. En tout cas, ils ont tous rêvé de porter cette coupe, de remporter une Coupe d'Afrique. J'espère qu'aujourd'hui, cette génération, les hommes de Abdelhak Ben Cheikha vont la porter très haut. C'est ce qu'on espère très rapidement, si vous plaît, nous arrivons à la fin. Un propre établissement de Khalti Kiltoum, Inch'Allah. Inch'Allah, un propre établissement. En tout cas, on souhaite très très belle réussite, donc, pas seulement à l'équipe, mais à toute l'Algérie. Sarah.